Vous écoutez la radio nationale du Mali, le 9h ici à Bamako, la même heure à Kati. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Appel à la prière à l'endroit de la communauté chrétienne pour un référendum reçu et apaisé. Le message est lancé par le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Vous l'entendrez au début de ce 9h. Les pieds-bottes, on en parle dans Focus Santé. Il s'agit d'une malformation présente dès la naissance. Elle se caractérise par la déformation du pied et de la cheville. Football, compétition africaine des clubs. L'USM Alger a remporté la Coupe CAF pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Al-Ali d'Égypte et Wydad de Casablanca vont s'affronter pour la troisième fois en finale après 2017 et 2022. Les détails en fin de journal avec Famourou Djourté. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-14. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Je vous le disais dans les titres, son éminence, le cardinal Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, appelle les Maliens, en particulier la communauté chrétienne, à se mobiliser et à prier pour le référendum du 18 juin 2023. Pour le cardinal, le moment est venu pour chacune de donner un sens à sa citoyenneté et demande au nom de la conférence épiscopale l'union sacrée pour un Mali en paix. Nous vous proposons d'écouter le message de son éminence, le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Il est au micro de Tamsir Diabaté. L'appel que moi je lance à l'ensemble du peuple malien, especiellement à la communauté chrétienne, c'est d'accompagner ce grand moment par la prière. Parce que c'est un moment extrêmement important, le moment des choix. Et si l'on veut faire un choix éclairé, tu ne peux faire le choix éclairé que si tu mets Dieu de ton côté. Et c'est ça le grand défi. C'est pourquoi nous invitons la communauté chrétienne à accompagner, en tout cas, et la préparation et l'évolution même de ce vote-là dans la prière. Aucun ne veut le mal de ce pays. Tout le monde veut le bien de ce pays. Tu sais, dans notre tradition, quand l'enfant vient au monde, on fait beaucoup de bénédictions. Mais il y a deux essentiels. Allah qui balo, Allah qui nakandia. Que le Seigneur nous permette, à l'occasion de ces élections, de faire les choix qui vont dans ce sens-là. Pour les votes du 18, les gens comprennent qu'il faut sortir à la suite de ces élections, que le marié pourra marquer des pas qui vont le permettre vraiment de retrouver cette dignité. Nous félicitons le président de la transition, le gouvernement et les personnes qui sont investies. Nous invitons donc tous les Maliens à accomplir leur devoir de citoyen en vue d'une participation massive au référendum du 18 juin 2023. Amin. À présent, le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. L'ONG Groupe de réflexion, action, formation, GRAF lance officiellement un vaste projet de renforcement des capacités de légitimité traditionnelle en matière de processus électoral. Les légitimités de la capitale sont les premières bénéficiaires de cette formation, nous dit Fademba Keïta. Après le lancement du projet et la présentation de l'ONG GRAF au groupe de réflexion, action, formation, les légitimités traditionnelles du site de Bamako suivront ensuite deux autres exposés sur la loi électorale et sur leur rôle et responsabilités dans la prévention et la gestion des conflits liés au processus électoral. Au-delà de la transmission des valeurs sociétales, elles serviront ainsi d'appui aux autorités administratives et aux élus dans l'organisation des élections à venir, gage d'une transition réussie. Badra Aloussako, président de l'ONG GRAF. Renforcer les capacités de légitimité traditionnelle afin qu'elles puissent contribuer valablement et jouer pleinement leur rôle avant, pendant les élections qui sont en cours. Ce projet de l'ONG GRAF, qui répond à une des préoccupations réelles des autorités de la transition, à savoir la réussite des élections, bénéficie du soutien de la division des affaires électorales de l'administration. Seydou Sangaré, coordinateur des chefs de quartier, porte-parole des participants. Transition projet croix, oui, on dit. Transition, oui, on dit. Nous, légitimités traditionnelles, sommes au cœur de toutes les activités de la transition. Nous suivons cette formation de l'ONG GRAF pour la réussite des élections.
Abdul Salam Djebkle, directeur général de l'administration du territoire. Ce projet permettra également aux légitimités traditionnelles de comprendre la loi électorale et de mieux comprendre leur rôle dans la résolution des crises. Cette session s'étendra sur toute l'étendue du territoire national et concernera toutes les légitimités traditionnelles et représentantes du pays. Le centre de santé de référence de Kati, qui souffrait de manque d'infrastructures, change complètement de visage et dispose désormais d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation et administratif, tous équipés. C'est la grâce aux œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le CCRF Moussa Diakité de Kati dispose à travers cette réhabilitation un plateau technique adéquat pour assurer la prise en charge des malades. La cérémonie d'inauguration d'un nouveau bloc a été présidée par la ministre en charge de la Santé en présence de la conseillère spéciale du président de la transition. Les détails avec Aridjou Matina. Appelé à l'époque assistance médicale indigène, le centre de santé de référence de Kati, malgré quelques réalisations faites par le conseil des cercles de Kati, avait besoin d'un véritable accompagnement pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la ville garnison. Et ces choses faites désormais grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Le CCRF Moussa Diakité de Kati dispose d'un bloc administratif flambant neuf, comprenant plusieurs bureaux équipés et d'un bâtiment d'hospitalisation de 13 salles avec équipement dont 2 salles VIP. Mamadou Traoré Dizalé, président du conseil des cercles de Kati. On en avait besoin. Nous avons de l'espace. Nous avons des unités qui manquent dans ce centre. Unité de pédiatrie, on n'en a pas, qui est excessivement important aujourd'hui pour la ville de Kati. Les travaux effectués au CCRF de Kati dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État confortent la vision du département en charge de la santé, engagé dans un vaste processus de réforme sanitaire. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je peux dire que le CCRF de Kati a fait un grand pas grâce à l'œuvre sociale du président de la transition dans des soins de qualité accessibles géographiquement. Tous les CCRF du Mali seront comme ça et je remercie le chef de l'État parce que ici, Kati, c'est vraiment un centre stratégique et nous savons ce que Kati fait dans la prise en charge des malades, la prise en charge des blessés. Colonel Assa Badialo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Les œuvres sociales du président de la transition, alhamdoulilah, nous sommes à peu près bientôt 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, on a eu à donner le sourire à des millions de Maliens. C'est une entreprise malienne SCC BPT qui a assuré le maître d'ouvrage de cette importante réalisation qui va renforcer le plateau technique du CCRF Moussa Diakité de Kati au bonheur de la population. Youssouf Koulibaly, directeur de l'entreprise SCC BPT. On a commencé par la construction d'un bâtiment d'accueil et d'administration composé de 13 bureaux avec une très grande salle de réunion de plus de 70 places. Donc après, il y a eu, on dirait, la modernisation du bloc de chirurgie, donc qui était vraiment délabré. Docteur Ismaël Simaga, chef CCRF de Kati. Ça permet de résoudre vraiment le gros problème parce que Kati ici, j'avoue que le CSRF c'était embryonnaire, parce que pour tous ceux qui connaissent le district sanitaire de Kati, le centre de santé de référence, vous savez, il y a même des anciens du système qui ne savent même pas où se trouve le centre de santé de référence, tellement ce n'était pas significatif. En tout cas, nous serons éternellement reconnaissants. L'œuvre sociale du président de la transition, depuis sa mise en œuvre, ce sont des milliers de tonnes de vivres pour les populations, plus de 300 fourrages un peu partout à travers le pays, des ambulances, des tricycles, des équipements médicaux, 3 unités de dialyse en commune 4, 5 et au génie militaire et également la prise en charge de 16 agents de santé en formation en dialyse au Maroc. Les membres du cluster sécurité alimentaire des régions de Tombouctou et de Taoudeni sont en conclave. C'est à la faveur d'un atelier régional de planification. L'objectif est contribuer à une planification détaillée afin de répondre correctement aux besoins d'assistance alimentaire courant 2023. Najim Baba Sissé. Cet atelier régional de planification conjointe de la réponse des acteurs de la sécurité alimentaire regroupe les services techniques des régions de Tombouctou et de Taoudeni ainsi que les organisations non gouvernementales et agences des Nations Unies intervenant dans ces régions. Il vise globalement à contribuer à une planification détaillée sollicitée par l'État, les ONG et les agences des Nations Unies à l'échelle régionale afin de répondre efficacement aux besoins d'assistance alimentaire et appui aux moyens d'existence au titre de 2023. Wilfried Kodjo,
chef du bureau régional de PAM à Tombouctou. Cet atelier vient à point nommé afin de nous permettre de mieux coordonner nos réponses à la veille de la période de soudure, durant laquelle les besoins des populations pour accéder à l'assistance humanitaire seront encore plus pressants et accrus. Au cours des travaux de 2 jours, il sera question pour les acteurs de présenter les conclusions et recommandations de l'atelier national de planification tenu à Bamako du 16 au 19 mai dernier. Passer en revue la planification détaillée de chaque structure, organisation et agence dans les communes des 2 régions et adopter le positionnement des acteurs tout en clarifiant les modalités d'intervention et les rations alimentaires face à l'urgence. Wilfried Kodjo, chef du bureau régional du programme alimentaire mondial à Tombouctou. Permettez-moi de remercier très sincèrement les plus hautes autorités du Mali pour l'attention particulière accordée aux questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au regard des multiples défis auxquels fait face le Mali en ce moment. Malik Kindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. J'invite chacun à plus d'assiduité et de participation active durant tout le long de l'atelier. Permettez-moi d'adresser mes félicitations et encouragements au cluster sécurité alimentaire, PAM et FAO et aux ONG pour leur détermination. De la fin des travaux sont attendus un certain nombre de recommandations pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoudou Asko Faré pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Violence au Sénégal, les camps politiques se renvoient la responsabilité. 15 tués jeudi et vendredi, environ 500 arrestations à Dakar et Ziguinchor dans le sud du pays. C'est le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur. Des violences qui ont éclaté dans la foulée de la condamnation de l'opposant Omar Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. Au moins 54 soldats ont été tués dans l'attaque contre une base de l'Union africaine tenue par des militaires ougandais le 26 mai en Somalie, a annoncé le président ougandais Yoweri Museveni. Nous y avons retrouvé les corps sans vie de 54 soldats dont un commandant a déclaré le président ougandais dans un communiqué posté samedi soir sur son compte Twitter. Les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué cette attaque. Au Cameroun anglophone, les groupes armés indépendantistes changent de stratégie, ayant subi des revers au plan militaire affaibli et divisé. Les Zamba Boys ont basculé vers de nouveaux modes d'action faits de raquettes et d'enlèvement avec demande de rançon, en inscrivant ainsi leurs activités dans le registre du terrorisme pur. Selon les spécialistes, ils perdent progressivement leur légitimité auprès des populations. 9h passées de 12 minutes, page sport, football, compétition africaine des clubs. L'USM Alger a remporté la Coupe CAF pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Al-Ali d'Égypte et Wydad de Casablanca vont s'affronter pour la 3e fois en finale après 2017 et 2022. Sur le plan national, la 22e journée du championnat de Ligue 1 se poursuit. Ce dimanche, en athlétisme, les championnats nationaux se déroulent à Sikasso depuis ce samedi. Famourou Djourté pour les détails. Les championnats nationaux d'athlétisme se poursuivent à Sikasso. 3 finales se jouent ce dimanche matin. Il s'agit des finales du triple saut femmes, du concours de lancer des poids hommes et du 5000 mètres hommes. D'autres finales se disputent dans l'après-midi avec notamment le 200 mètres femmes et hommes. Déjà ce samedi, quelques résultats sont enregistrés. Dans l'arène des épreuves, le 100 mètres, chez les femmes, Dounion Tamboura de Lusfas a dominé ses concurrentes. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 12 secondes 04. Koumba Traoré de l'AS Police est arrivé en 12 secondes 07 et Caroline Dakou a complété le podium avec un chrono de 13 secondes 03. Chez les messieurs, Ibrahim Ndiaye de l'AS Police a fait 10 secondes 06. Boubacar Traoré de Lusfas 10 secondes 09 et Issa Maïga 11 secondes 00 complètent le trio. Changeons de discipline pour parler de la pétanque. L'équipe championne lors de la 26e édition du championnat national de pétanque est allée représenter dignement le Mali lors de la Coupe CEDEAO
tenu les 27 et 28 mai dernier au Burkina Faso. Dans ce tournoi, la triplette du Mali n'est pas retournée bredouille. Ainsi, la Fédération malienne de pétanque a organisé une cérémonie officielle pour présenter le trophée remporté par l'équipe du Mali. C'était ce samedi au boulodrome de Sébenikoro. Le président de la Fédération malienne de pétanque, Djougal Bokoum, a fait un discours élogieux pour souligner la belle performance de l'équipe, saluant leur détermination et leur habileté à manier les boules en fonte. Parlons football à présent. La 22e journée du championnat national de Ligue 1 continue ce dimanche 4 juin. À Koulikoro, le stade malien de Bamako joue contre Binga FC à 16h15. Au même moment, ici à Bamako, sur le terrain de l'AS Siral, Yellow Olympique sera face à l'AS Black Star. À Samaniana, les 11 créateurs de Nyarela reçoivent le club olympique de Bamako. À Bougouni, l'USFAS reçoit l'AS Bakariyan à 16h15. Sur la même pelouse, à 18h15, LCBA affronte l'AS Police. La 22e journée prend fin lundi 5 juin avec le match US Bougouni Afrique Football Elite à 16h15. Ce samedi en ouverture, la rencontre tant attendue opposant le Djoliba AC et l'AS Real s'est soldée par un match nul 0-0. C'est donc le statu quo au sommet du classement avec une différence de 4 points entre l'AS Real 45 points et le Djoliba AC deuxième 41 points. Toujours ce samedi, l'Union sportive du Cercle d'Ekita a réalisé un excellent coup à domicile en battant l'association sportive de Korofina par 2-0. Sur le continent, en Ligue des champions de la CAF, Al Ahly d'Égypte et Wydad Athletic Club de Casablanca s'affrontent pour la 3e fois de leur histoire en finale de cette compétition. La manche aller est prévue ce dimanche 4 juin au stade international du Caire en Égypte. Le second acte se joue le 11 juin au stade Mohamed V de Casablanca. Lors de l'édition précédente, le club marocain avait battu sur le score de 2-0 l'ogre égyptien. Cette finale s'est jouée en match unique. Dans l'autre compétition des clubs de la CAF, la Coupe de la Confédération, l'USM Alger a remporté le trophée devant Young Africans de Tanzanie ce samedi. Malgré une défaite 0-1 à domicile en finale retour, l'USM Alger avait déjà fait l'essentiel lors de la manche aller, victoire par 2-1 sur le terrain de Young Africans en Tanzanie. Le club algérien est sacré grâce au règlement de but à l'extérieur en cas d'égalité, une règle qui est toujours en vigueur dans les compétitions africaines de la CAF. Focus Santé. Le pied-botte, on en parle dans Focus Santé. Il s'agit d'une malformation présente dès la naissance. Elle se caractérise par la déformation du pied et de la cheville. Au Mali, le pied-botte est pris en charge dès les premiers jours du nourrisson par l'action de solidarité aux enfants atteints de malformation de pied. Un pied-botte non traité peut conduire à un handicap à vie. Barakissa Ouattara. Le petit Fassiri Kane est né les pieds en forme d'arc. Cette malformation est appelée pied-beau. Le jeune Kane a été pris en charge 2 jours seulement après sa naissance. Âgé de 9 mois aujourd'hui, les pieds de Fassiri Kane retrouvent enfin la forme souhaitée par sa mère Fatoumata Kamara. Le traitement a commencé par le plâtrage. Après cette étape, les médecins nous ont donné des chaussures pour maintenir les pieds. J'ai respecté tous leurs conseils et aujourd'hui, Dieu merci, ça va. À l'image de Fassiri Kane, ils sont nombreux les enfants qui naissent avec le pied beau. Dans la plupart des cas, la cause est inconnue, mais il existe des facteurs de risque liés à la grossesse gémellaire, l'insuffisance de liquide amniotique. Cette malformation peut être diagnostiquée par échographie au 2e trimestre de grossesse. Au Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM, sa prise en charge est possible. Mais attention, il faut agir vite et même très vite après l'accouchement. Dr Almami Mohamed Kiré, orthopédiste traumatologue, directeur médical du programme Pied-Beau. Le pied-beau est caractérisé par la déformation de l'avant-pied et une raideur de l'arrière-pied. Si le pied-beau n'est pas traité à temps, c'est l'infirmité, c'est le handicap, c'est la stigmatisation, c'est catastrophique parce que tout simplement l'enfant va marcher sur le bord du pied et il ne pourra pas se chausser, il ne pourra pas aller à l'école convenablement, il ne pourra pas être un militaire. Le traitement du pied-beau développé au CNAOM est la méthode Ponseti. Dr Almami Mohamed Kiré, orthopédiste traumatologue, directeur médical du programme Pied-Beau. Ça consiste à faire une série de plâtrages de façon hebdomadaire. Et au bout de 4 donc là, vous allez voir que l'avant-pied est carrément corrigé.
Donc, et puis par la suite, on va faire une petite intervention chirurgicale qui consiste à faire un allongement des tendons en onde d'Achille. Ça, c'est la phase passive. Donc, tout juste après ça, l'enfant va porter les attelles symboliques. Il s'agit de paires de chaussures orthopédiques pour maintenir les pieds en position de flexion. Cette malformation est prise en charge depuis juillet 2018 à 75% par le programme Pied-Beau, porté par l'Action de solidarité aux enfants atteints de malformations de pied ASMP. Cheikh Salah Traoré, président de l'ASMP. Si on essaie d'évaluer, parce que la prise en charge c'est depuis la naissance ou bien de la réception de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, ça va dans les 250 à 300 000 francs et pour le traitement d'un pied, mais les parents ne paieront que 15 000 francs si c'est un seul pied et si c'est les 2 pieds, c'est 25 000 francs. Et l'association prendra le reste en charge. Et le suivi est fait jusqu'à l'âge de 5 ans. La prise en charge du Pied-Beau est faite au CNAOM, au CCRF de la commune 3, à l'hôpital de Caille, Sikasso, Ségou, ainsi qu'au centre d'appareillage et de réadaptation fonctionnelle à Mopti. La vision du CNAOM et celle de l'ASMP est de traiter tous les enfants qui naissent avec une malformation du pied, notamment le Pied-Beau. Focus santé. Voilà, cette malformation est appelée Pied-Beau et non Pied-Botte que j'annonçais au début de ce journal. À 9h passé de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche, que le bon Dieu nous protège.